Je m'appelle Romain Sordello, je travaille à l'UMS Patrinat, qui est un service mixte entre l'Office français de la biodiversité, le CNRS et le Muséum national d'histoire naturelle. Et je fournis une expertise dans le domaine de la biodiversité, donc pour participer aux actions de préservation, de restauration de la biodiversité. Et en particulier, je suis spécialisé sur la pollution lumineuse, donc l'impact de l'éclairage artificiel nocturne sur la biodiversité, avec une approche par trame écologique. Depuis plusieurs années, on voit des démarches se mettre en place de revégétalisation des villes. Ces actions, elles sont souvent justifiées par le changement climatique, puisque les arbres, effectivement, vont diminuer la température en ville, ils vont aussi créer de l'ombrage pour les personnes, ils vont recycler l'air, donc diminuer aussi la pollution atmosphérique. Mais souvent dans ces démarches, du coup, ce qu'on oublie un peu, c'est que les arbres, ce sont eux-mêmes des organismes vivants qui sont du coup sensibles et qui réagissent eux aussi en fait aux différentes pressions qu'on peut retrouver en ville et qui s'appliquent sur les êtres vivants, faune comme flore. Les arbres, c'est aussi des supports pour la faune, c'est des habitats. Donc il y a tout un écosystème urbain en fait, qui se met en place avec des interactions entre les plantes et les animaux, par exemple la pollinisation. Et parmi toutes les pressions qu'on peut rencontrer en ville, il y a effectivement l'éclairage nocturne, donc la lumière artificielle qu'on produit nous pour nos activités la nuit et qui va affecter la faune et la flore. Donc ça va se créer ce qu'on appelle une pollution lumineuse et c'est important donc effectivement de réduire cette pollution pour restaurer l'obscurité et aussi de le faire justement à l'échelle de la ville, donc avec une approche de trame, ce qu'on appelle la trame noire. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une connaissance qui n'est pas récente. Il y a des publications qui datent de plus d'un siècle sur ce sujet. Par exemple, pour prendre le cas des arbres, il y a un travail qui montre dès les années 1930 que les arbres perdent leurs feuilles plus tard en ville, quand ils sont à proximité de lampadaires. Sur la faune, il y a aussi des travaux qui montrent que les oiseaux vont percuter les tours éclairées en ville parce qu'ils sont comme ça attirés par les points lumineux. Donc justement, l'impact de base qu'on connaît, en tout cas sur la faune, c'est ce qu'on appelle le phototactisme. C'est le fait que certaines espèces vont être attirées spontanément par la lumière et d'autres au contraire vont être repoussées spontanément par la lumière. Donc les premières qui sont attirées, c'est par exemple le cas des insectes ou des oiseaux. Eux, ils vont être piégés par les lampadaires. Et puis les espèces qui sont repoussées par la lumière, c'est le cas par exemple des mammifères, eux, ils vont avoir un habitat qui va être dégradé, qui va être diminué, voire fragmenté. Donc ça, c'est un jeu comme ça de va-et-vient sur le plan spatial qui va ensuite se répercuter à différentes échelles de la biodiversité, qui va altérer par exemple les relations entre les proies et les prédateurs, ou aussi justement les relations entre les plantes et les animaux, puisque les animaux sont souvent le vecteur de la pollinisation, notamment les insectes. Et donc les insectes sont piégés dans les lampadaires, du coup ils ne peuvent plus aller polliniser les plantes. Donc là les plantes se retrouvent affectées indirectement par la pollution lumineuse parce que leur vecteur de pollinisation, souvent l'insecte, est lui affecté par la lumière. Après, il y a tout un autre volet d'impact qui concerne aussi la désynchronisation des organismes, c'est-à-dire que la lumière artificielle, ce n'est pas simplement quelque chose qui permet de voir, c'est aussi un signal, une information qui va mettre en cohérence les individus avec l'environnement et notamment l'alternance jour-nuit. Ça concerne à la fois la faune et la flore, c'est-à-dire que les arbres, par exemple en ville, sont régulés par l'alternance jour-nuit et les principales phases du cycle végétal, que ce soit l'ouverture des bourgeons, la tombée des feuilles, etc., sont régulées par le changement de l'alternance jour-nuit au cours de l'année. Donc le fait d'éclairer les arbres en ville va quelque part lisser sur toute l'année les saisons. Et donc ces phases principales du cycle biologique sont altérées. Donc voilà, par exemple, le travail que j'évoquais des années 1930 montre que les feuilles des arbres en ville tombent plus tard. Il y a un travail très récent pour le coup en 2016 qui montre que les bourgeons, eux, s'ouvrent plus tôt en ville. Donc il y a des désynchronisations comme ça au niveau des organismes vivants qui concernent à la fois la faune et la flore. Okay. Alors, face à tout ce phénomène de pollution lumineuse et en particulier à ce qu'on appelle la fragmentation des habitats, c'est-à-dire que la lumière, elle va aussi créer des barrières pour les animaux, les écologues ils préconisent ce qu'on appelle des réseaux écologiques. C'est le fait de préserver des milieux naturels et en plus de les connecter entre eux, donc de faire un réseau pour permettre aux animaux de se déplacer. Et donc ça restitue ce qu'on appelle une perméabilité à l'échelle du paysage. Qui est nécessaire effectivement au brassage génétique, au fait que les espèces ont besoin de se déplacer, etc. En France, on avait une politique publique déjà sur les réseaux écologiques, ce qu'on appelle la trame verte et bleue,
qui a été initié en 2007 par le ministère de l'Écologie, mais qui justement prenait très peu en compte la pollution lumineuse parce que à l'époque on avait moins de connaissances, le sujet était moins mûr dans la société. Donc maintenant, là, depuis quelques années, de 3 ans, on voit émerger ce qu'on appelle la trame noire pour intégrer cette nouvelle préoccupation qui est la pollution lumineuse dans la trame verte et bleue. C'est une notion, un concept, la trame noire, qui est très récent, hein. Je vous dis, ça fait 2-3 ans qu'on commence à voir émerger ça. C'est quelque chose qui part vraiment des territoires. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation qui impose d'identifier une trame noire, par exemple. C'est vraiment des démarches à l'initiative des acteurs locaux, comme les espaces naturels, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, des bureaux d'études aussi qui commencent à développer des méthodes. Ça peut être des collectivités, donc des communes, des métropoles. Et puis nous, au niveau national, en tant que scientifiques, centre de ressources, on publie aussi des choses pour accompagner justement ces acteurs locaux en termes de méthodes, de concepts, de définitions. Donc c'est quelque chose qui émerge un peu par les acteurs opérationnels et scientifiques sans que pour l'instant il y ait vraiment un cadre officiel sur la trame noire en France. On est peut-être à l'échelle de 5-10 projets qui sont soit aboutis, soit en cours. Donc pour en citer quelques-uns, il y en a eu un qui a été mené dans les Pyrénées par le Parc national, mis en œuvre par le bureau d'études d'Art Skylab. Il y a un autre projet qui a été mené par le bureau d'études Biotope sur la métropole de Lille. Donc là, on a déjà 2 contextes très différents, parc national très préservé et puis Lille, métropole très urbaine. Et puis ensuite, on a d'autres métropoles qui commencent à se lancer, donc par exemple Metz, Amiens, Nice, Côte d'Azur. Donc c'est quelque chose qui se met en place. Ces initiatives, elles sont souvent exploratoires puisque tout est un peu à inventer, à créer sur la trame noire. Donc c'est des projets qui eux-mêmes après font retour d'expérience pour les suivants, quoi. La France, pour le coup, est vraiment à l'avant-garde sur ce sujet. C'est même elle, entre guillemets, qui propose ce concept. Il n'y a pas d'autres pays qui sont vraiment engagés là-dessus à l'échelle internationale, mis à part peut-être la Suisse qui a une expérience aussi à Genève. Sinon, c'est un concept qui est vraiment pour l'instant français et on essaye justement de le porter aussi à l'étranger pour le décliner dans d'autres pays. La trame noire, en fait, c'est l'existence, c'est-à-dire les parties du territoire qui sont encore suffisamment noires, en fait, suffisamment obscures pour la biodiversité. Il y a un vrai enjeu à ça parce que la pollution lumineuse en France continue d'augmenter. On estime que c'est à peu près encore 2% par an d'augmentation en surface et en quantité de lumière. Donc il y a un vrai enjeu à identifier les parties qui sont encore suffisamment noires pour les préserver, pour pas qu'elles soient dégradées dans les années qui viennent. Mais effectivement, ce n'est pas une fin en soi du tout. L'autre enjeu, c'est aussi de restaurer du noir ailleurs, donc d'étendre petit à petit en fait, l'étendue de la trame noire. Et pour ça, on peut mobiliser toutes les actions de gestion de l'éclairage nocturne, en fait, pour réduire l'éclairage, par exemple, dans le temps. Réduire les plages horaires, couper l'éclairage en cœur de nuit. Donc là, il y a plein d'actions qui sont mises en œuvre par les communes en France. On peut aussi choisir des sources lumineuses qui sont moins impactantes, puisque la pollution lumineuse, c'est une question de quantité de lumière, c'est aussi une question de composition de la lumière. Donc, quelle couleur on a dans la lumière, ça ne va pas avoir les mêmes impacts sur les animaux, sur les plantes. Là aussi, la France est vraiment assez pionnière. Il y a une réglementation, pour le coup, de gestion de l'éclairage. On ne peut plus faire ce qu'on veut maintenant. Il y a des seuils qui sont fixés par un arrêté ministériel qui est paru en 2018 en fonction des catégories d'usage de l'éclairage qui sont imposées en termes d'horaire justement. On ne peut pas éclairer et éteindre quand on veut, de quantité de lumière qui est émise ou de couleur de la lumière aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ville, il y a des politiques maintenant de préservation de la biodiversité qui commencent à se développer et c'est très bien. Par contre, on oublie souvent effectivement la composante nocturne aussi de cette préservation. On n'a pas forcément en tête que la majorité de la biodiversité, quasiment, ça se passe la nuit, puisque la majorité des animaux sont nocturnes. La flore aussi a besoin effectivement d'une période d'obscurité en fait. Et donc avoir en tête que les végétaux, on ne peut pas les voir uniquement comme des objets qu'on pose comme ça en ville au service de la population pour le cadre de vie et pour la du paysage, etc. C'est aussi des organismes vivants, donc eux aussi réagissent justement à cette pression de pollution lumineuse. Donc c'est important de la réduire et d'avoir une approche de trame qui permet en fait une approche plus transversale de lien entre la faune et la flore, à l'échelle du paysage, et en lien avec d'autres aspects aussi de préservation de la biodiversité, d'autres pollutions, etc. Donc l'approche de réseau écologique, elle est intéressante aussi pour ça.